Vous écoutez les ludologues. Histoire de jeu. Mais quel genre d'émission? C'est un signal sonore qui se répète à intervalles réguliers de 12 secondes. Humain? Inconnu. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le saviez-vous? Oh, oh, oh. Bonjour, bienvenue dans l'émission Les Ludologues. Nous sommes ensemble pour une heure et quart. Je suis avec Aurélien. Bonjour Aurélien. Salut à toutes et à tous, bienvenue effectivement dans notre émission. C'est un plaisir de vous retrouver après un épisode délocalisé hors les murs, hors série. Et là on se retrouve à la maison pour un épisode classique. À la maison, j'aurais pas fait cette déco, mais si j'étais à la maison. On est plutôt à la radio, toujours dans les locaux de Radio Campus. Aujourd'hui, de quoi on parle, tiens? Eh bien aujourd'hui, comme d'habitude, on va partir d'un jeu ultra connu pour raconter son histoire et puis on arrivera jusqu'à des jeux plus modernes, voir l'influence que ce jeu ultra connu a eu sur les jeux de société modernes et la pop culture. Et donc aujourd'hui, on va partir d'un jeu qui s'appelle Risk. L'amour du risque. C'est quoi? Risk, c'est un jeu, tu vas nous expliquer ce que c'est. Ah oui, c'est vrai, c'est moi qui l'explique. Tu nous l'expliques tout à l'heure. C'est un jeu de conquête quand même, qui s'appelait Oui. La Conquête du Monde et qui s'appelait Risk. Je pense que vous en avez peut-être eu un entre les mains un jour ou une déclinaison thématique qui sont nombreuses. C'est vrai. Et donc on va aller de Risk jusqu'à... Némésis. Ah, ça on connaît moins. Encore une jolie journée de soleil. Eh mec, crois pas que je veux gâcher ton bonheur, mais on tiendra 17 heures à tout casser. On est dans la merde jusque là, les mecs. Personne, tu vas arrêter. Bah ça y est, les mecs. On est baisés, les mecs. On est baisés. Voilà, c'est un petit peu la croisière s'amuse en mode horrifique. C'est ça, c'est un bon résumé du jeu Nemesis. Au début c'est rigolo, puis après on se fait défoncer par des aliens. C'est exactement ça. Et puis entre passagers également, on s'amuse bien. Pourquoi on va de l'un à l'autre alors? Ah, parce qu'il y a un lien évident entre les deux, Julien. Tu ne le vois pas? Il y a des aliens sauf dans Risk. Non, c'est que les deux ont des objectifs secrets. Ah. Mais on y reviendra. Déjà, on va commencer par les explications claires et précises que tu vas nous faire sur qu'est-ce que c'est que Risk. Qu'est-ce que c'est que cette matière? Lancez les dés pour déplacer votre pion. Ah, c'est-à-dire, ça veut dire imposer la force vers l'ovanium. C'est pas simple, mais j'ai compris. Risk. Qu'est-ce que c'est Risk? En fait déjà moi le Risk, enfant et adolescent, c'était un peu le jeu qui me faisait peur. Ça avait l'air long, ça avait l'air compliqué. Je me rappelle juste d'avoir fait une seule partie quand j'étais petit et qu'on n'avait pas terminé, parce que c'était long justement. Et en fait je l'ai redécouvert plusieurs années plus tard sous forme d'un jeu vidéo. Et là, pour le coup, c'était un bon souvenir. On y avait joué plusieurs fois avec ma compagne. On a fait quelques parties de Risk et ça, c'était chouette. Il se prête bien à l'automatisation, effectivement. Alors moi, à l'inverse, c'était un jeu qui me faisait très envie, mais où j'ai rarement fini les parties. Ah oui. J'avais très souvent envie d'y jouer. Je l'avais à la maison quand j'étais plus petit. Et t'avais personne pour jouer avec Si, toi. mais en fait, c'est un peu comme d'autres jeux, comme le Monopoly ou autre, où finalement, on est souvent content de commencer, mais on arrive rarement à finir. C'est vrai. Le Risk est un jeu français Pas mal, non? C'est français. d'Albert Lamorisse, édité pour la première fois en 1957. C'est un jeu donc on l'a dit, de conquête de territoire. Il y en a 42 en tout. Est-ce un hasard? Je ne pense pas. À 2 joueurs, il faut conquérir tous les territoires de la carte. À 3 ou 6 joueurs, chaque joueur a un objectif secret, donc c'est là qu'est le lien. Et il y a 3 types d'objectifs. Soit il faut contrôler 3 continents, soit il faut contrôler un certain nombre de territoires, soit il faut détruire un autre adversaire complètement. Et là, c'est méchant. Et vous verrez que dans Nemesis, on retrouve grosso modo la même architecture d'objectifs personnels. Le Risk donc se déroule en 3 phases. La première phase, c'est une phase qu'on appelle la phase des renforts. Plus on a de territoire, plus on gagne d'armées. C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. Et chaque continent contrôlé rapporte quelques armées supplémentaires. Et il y a aussi un système de cartes. On récupère des cartes et au bout d'un moment, ça fait un boost de renforts. Donc on peut se retrouver avec plein d'armées d'un coup pour pouvoir faire des attaques très fortes. Donc on fait les renforts, on place ces petits pions sur les territoires pour les renforcer ou pour préparer une attaque. Il y a un effet boule de neige où en fait plus on est puissant et plus on a de chances de gagner. Mais malgré tout, ça peut parfois traîner en longueur. Deuxième phase, on a dit donc l'attaque, où je vais pouvoir attaquer les territoires qui sont situés de façon adjacente au mien. Et c'est là que ça se complique un peu. En tout cas, moi, c'est là que ça se compliquait un peu quand j'étais petit. Peu importe le nombre d'armées qu'on a sur un territoire attaquant, on peut utiliser que 3 maximum par attaque. Donc si j'ai 30 armées, je peux attaquer que 3 par 3. Et de la même façon, quand je suis en défense, le défenseur ne peut utiliser que 2 armées maximum pour se défendre. Et donc chaque joueur lance ses 3 dés et ses 2 dés, et ensuite on va classer les dés du plus fort au plus faible. Et on les compare entre eux. Donc celui qui a la valeur la plus faible perd une armée. Et en cas d'égalité, c'est l'attaquant qui perd une armée. J'ai l'impression que vous avez déjà perdu. Donc par exemple, si l'attaquant fait 4, 1 et 1, et le défenseur fait 6 et 1, on va comparer
les deux plus forts, donc le 4 et le 6, c'est le défenseur qui gagne, parce que 6 est plus fort que le 4. Ensuite, on prend le deuxième dé le plus fort, c'est 1. Tous les deux, on fait 1. Donc, c'est égalité. Donc, c'est l'attaquant qui perd à nouveau une deuxième armée. C'est ça, il y a comme plusieurs rounds de combat, et en fait, à chaque fois, on peut perdre jusqu'à 2 armées, et l'attaquant a 3 dés, ce qui lui donne un petit avantage, parce qu'il lance un dé de plus, et du coup, il garde que les 2 meilleurs. Et le défenseur, lui, peut défendre 1 par 1 ou 2 par 2. Par contre, il a l'avantage des égalités. C'est ça. Et donc, l'attaquant peut attaquer autant de fois qu'il le souhaite, tant qu'il a des armées, mais il n'y a pas de limite au nombre d'attaques. Ce qui donne un côté un peu stop ou encore au jeu. Quand on attaque, où on se dit est-ce que je continue ou j'arrête. Et donc, soit quand il a plus d'armée, soit quand il en a marre, il peut passer à la troisième phase. Troisième phase, c'est juste une phase logistique où on va venir redéployer les armées d'un territoire vers un autre, mais une seule fois. Donc généralement, c'est pour se défendre face au tour suivant, des attaques suivantes de l'adversaire. À mon sens, je trouve tout l'intérêt du jeu se trouve dans cette espèce d'équilibre subtil entre attaque et défense. C'est-à-dire d'un côté, comment j'arrive à m'étendre pour avoir plus d'armées et pour atteindre mon objectif. Et d'un côté, comment j'arrive à consolider mes positions avec suffisamment d'armées dessus pour que ça soit dissuasif. Oui, et puis il y a des effets de majorité, c'est-à-dire que si on a une totalité d'un continent, ça on a des bonus. Ouais. Et donc souvent, l'idée, c'est d'essayer de verrouiller un continent pour avoir des revenus complémentaires. Et puis il y a tout un jeu, effectivement, d'alliance, comme tu le disais, où je pense qu'il est aussi beaucoup plus intéressant quand on est un peu plus nombreux. Voilà. Et donc je disais, il y a des lieux qui sont plus faciles à défendre que d'autres. Par exemple, l'Océanie, c'est un continent qui est en forme d'impasse. Il n'y a qu'un seul territoire qui permet d'y accéder. Donc il suffit donc, une fois qu'on a conquis l'Océanie, de masser toutes ses troupes sur ce territoire-là pour empêcher toute forme d'invasion. Et ce qui est rigolo, c'est que même d'après Wikipédia, c'est une telle stratégie est généralement assez mal vue des autres joueurs. Des petites bêtes, des gens foutre. C'est un peu vu comme la stratégie du faible, quoi. La stratégie facile que les autres aiment pas. C'est ça, parce qu'une fois que tu as pris l'Océanie, on peut plus te la reprendre quelque part. L'Amérique du Sud est pas mal aussi, puisqu'il y a seulement 2 territoires pour entrer. Donc ça, et il est plus grand, donc il apporte plus de ressources que l'Océanie. Et à l'inverse, il y a des continents qui sont indéfendables, comme l'Asie. Quasiment tous les pays sont en contact de pays d'un autre continent, ce qui fait qu'on peut se faire envahir de partout. Ça, c'est pour la carte classique, la carte de base, parce qu'après, il existe plein de variantes avec des cartes différentes. Ouais, on y reviendra dans Ça vient d'où, il y a quand même pas mal de déclinaisons thématiques pour risque. Et donc, on est toujours sur cette ligne de crête entre si je m'étends, je prends le risque de m'affaiblir, et en même temps, j'ai besoin de m'étendre pour atteindre mon objectif et récupérer de plus en plus d'armées. Et en ça reproduit quand même pas mal une logique militaire où effectivement des fois on peut être tenté de percer, mais après il faut arriver à consolider la ligne d'approvisionnement et des fois aller trop loin, finalement on peut faire s'effondrer notre attaque. C'est ça. Et si je m'affaiblis aussi, peut-être qu'il y a un adversaire qui va en profiter pour venir m'attaquer alors que j'avais pas prévu. Oui, parce que dans Risk on est tout le temps en guerre tous les uns contre les autres. On peut éventuellement se mettre d'accord sur des paix transitoires, mais le jeu est vraiment chacun pour soi. Et ben voilà pour le Risk. On passe maintenant à d'où ça vient. D'où il sort celui-là? Les réponses sont enfoui dans les profondeurs de son passé. Ça ne va pas commencer à Rutshuru, ni à Manon, ni à Massissi. Ça va commencer ici. Et ça va péter. Ça déconne, ils sont d'où, lui? Ils sont partis dans les couloirs du temps. Eh bien, c'est un nouveau générique. Et oui, un nouveau jingle homemade. Il n'y a pas d'IA. Non, il n'y a pas d'IA. Il y a des voix quand même humaines, effectivement, qui ne sont pas les nôtres, par contre. On nous reproche régulièrement qu'il y a de l'IA. Ben oui, à juste titre, peut-être qu'il avait mal vieilli, l'ancien. En tout cas, on est curieux de savoir si celui-ci vous plaît plus. Et je pense qu'il est perfectible, mais n'hésitez pas à nous faire des retours positifs ou négatifs dessus. Vous nous écrivez par fax au 3615 code Ludologue. Exactement. Donc ça vient d'où, le Risk, le jeu de plateau? Alors, pour parler un petit peu du Risk, c'est une forme vulgaire de ce qu'on appelle les wargames, les jeux de guerre. C'est des jeux qui existaient déjà avant le Risk. À ton avis, est-ce que ce ne serait pas les Romains qui ont inventé ce jeu, Julien? Carrément, les Romains, quoi. Non, moi je pense que c'est l'homme de Cro-Magnon. Eh ben, écoute, ni l'un ni l'autre. Ah, non, ni l'un ni l'autre. Moi, j'aurais pensé que c'était déjà présent à l'Antiquité. Ouais. Et en fait, les Romains, non. Les entraînements qu'ils faisaient, eux, les simulations de guerre qu'ils faisaient, étaient souvent grandeur nature. Donc, ils avaient des camps grandeur nature où ils allaient reproduire des situations militaires avec des armes factices, etc. Parce qu'il y a le terrain, quoi. Si tu as des boss. Ils avaient des terrains d'entraînement, des bassins pour simuler les batailles navales, etc. Il y avait quelques jeux précurseurs des échecs pendant l'Antiquité. Ils avaient des petites figurines aussi de soldats qui étaient plus utilisées pour les enfants pour jouer à l'Antiquité. Donc, ils avaient a priori tout ce qu'il fallait, mais ils n'ont jamais mélangé les deux. A priori, on n'a jamais trouvé de source comme quoi ils avaient utilisé des simulations avec des figurines ou un plateau miniature pour prédire un petit peu des campagnes militaires. Okay. En fait, ça arrive beaucoup plus tard, les wargames, ça arrive au 19e siècle, et dans l'armée prussienne, un jeu qui s'appelle le Kriegspiel, donc jeu de guerre, et qui favorisera peut-être d'ailleurs la victoire prussienne en 1970. On allait, par ces jeux-là, ces simulations, essayer de donner une vision réaliste du champ de bataille pour prédire des problématiques qui allaient pouvoir arriver sur le terrain.
Et puis l'essor moderne du wargame, avant de devenir vraiment un jeu, une série de jeux de société, dans les années 50, c'est la Deuxième Guerre mondiale, où à cette époque-là, le wargame a pris une importance particulière dans l'US Navy. Dans l'US Navy, pendant la guerre du Pacifique, les officiers de l'US Navy étaient particulièrement encouragés à développer leurs capacités stratégiques au travers des wargames. Donc ça a été inventé dans les écoles militaires de l'US Navy. Alors pas que, parce que les Japonais, eux aussi, par exemple, utilisaient les wargames. Dans un discours d'après-guerre, en 61, l'amiral Nimitz, donc un amiral bien connu dans cette Deuxième Guerre mondiale, a décrit que la victoire du Pacifique, pour lui, était en grande partie liée et devait beaucoup aux petits bateaux de bois que ses camarades et lui faisaient évoluer sur le parquet de la salle de simulation. Pour la légende, en fait, ils jouaient même par terre. Ils avaient des petits bateaux en bois qu'ils avaient fabriqués. Et il expliquait que tout quasiment avait été anticipé par ces wargames dans les problématiques logistiques qu'allait poser la guerre du Pacifique, des problématiques stratégiques. La seule chose qu'ils n'avaient pas anticipée par les simulations de wargame, c'était la présence des kamikazes. Ah bah oui. Voilà, c'est la seule chose qu'ils n'avaient pas anticipée. Et donc, après la Deuxième Guerre mondiale, finalement, peut-être des militaires retraités se sont dit on jouerait bien encore à ces wargames. Donc, il y a eu des premiers wargames, effectivement. Ça sera une autre histoire qu'on abordera peut-être dans un autre épisode. On peut quand même citer Tactics d'Avalon Hill, qui est une maison d'édition qui a développé pas mal de premiers wargames. Ouais. Et il y a eu 2 déclinaisons, entre guillemets, grand public, d'après-guerre, de ces wargames, qui sont Diplomatie, qui était très centré là, plutôt sur l'aspect... négociation, diplomatie, comme son Trahison. jeu l'indique. Et le Risque. Alors le Risque, au départ, c'est un jeu de stratégie qui est inventé, donc comme tu disais, par un Français en 1957, qui s'appelait La Conquête du Monde. Au départ, c'était édité par Miro Company, et très rapidement, ils n'ont peut-être pas eu une bonne vision des choses, ils se sont fait racheter par Parker, donc un éditeur qui lui-même plus tard sera racheté également, mais à l'époque, donc Parker reprend la licence de La Conquête du Monde en 1959. Albert Lamoris, c'est le Français qui a inventé La Conquête du Monde et qui ensuite s'est fait racheter les droits de son jeu et a continué à le développer sous le nom Risque pour Parker. Donc Albert Lamoris, c'est un scénariste, réalisateur, producteur de cinéma et auteur de jeux de société français. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup les échecs, de là peut-être que lui est venue l'idée de créer le Risque, et il l'a conçu avec un autre monsieur dont on parlera, mais pour finir sur Albert Lamoris, c'est aussi quelqu'un qui est connu, donc comme je disais, pour ses films. Oui, donc il a réalisé plusieurs films, dont un film moi, que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Le Ballon Rouge, que j'ai vu pour préparer l'émission et que je vous recommande fortement. C'est un court-métrage d'environ 30 minutes qui a reçu une dizaine de prix internationaux, dont la Palme d'Or du court-métrage au Festival de Cannes et l'Oscar du meilleur scénario original en 1956. C'est un peu le Seven Wonders des courts-métrages dans les années 50, s'il faut le comparer. En gros, c'est l'histoire d'un petit garçon qui se promène dans Paris dans les années 50 et qui trouve un ballon rouge qui est attaché à un poteau. Donc il le détache et on se rend assez rapidement compte que le ballon est doté d'une volonté propre. Il fait un peu ce qu'il veut, le ballon. Okay. Y a un côté fantastique, poétique qui s'invite. C'est un petit côté Pixar. Et en plus, le film est plein de rebondissements. Les images sont magnifiques. Il y a vraiment une espèce de contraste hyper intéressant, je trouve, entre l'espèce de gris qui domine le décor de Paris et le rouge éclatant du ballon. Et c'est aussi l'occasion de visiter un Paris qui n'existe plus. C'est-à-dire que le film a été tourné dans le quartier de Ménilmontant. C'est dans le 20e arrondissement, à proximité du cimetière du Père-Lachaise. Le quartier a été quasiment rasé dans les années 60. Donc ça fait un souvenir en plus de ce quartier-là, qui est vraiment le vieux Paris. Bref, pour moi, c'est une très 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 belle découverte. C'est visible sur Toitube par exemple et ça dure environ 30 minutes. Et si ça vous a plu, pour le fun, il y a une suite humoristique qui s'appelle La Vengeance du Ballon Rouge qui est sortie en 2000. Ça dure 8 minutes, c'est trouvable aussi. Et je trouve c'est marrant d'enchaîner les deux. Un très beau film de Albert Lamoris, sorti en même temps qu'il a créé le Risque. Ouais, fin des années 50. Ouais. Et il a fait beaucoup d'autres documentaires que j'ai pas eu l'occasion de voir, mais j'ai très envie. Donc il avait beaucoup de cordes à son arc. Oui. J'ai l'impression que le Risque ça a été un peu une espèce de passe-temps. Quoi, ouais, c'est ça. Voilà, effectivement, c'était son activité secondaire. Mais bon, pour un passe-temps, il a quand même pas mal réussi son coup. Il n'a pas fait ça tout seul, la version définitive du Risque. En fait, il a ensuite, au moment du rachat par Parker, été rejoint par Jean-René Verne, qui est un franco-suisse. C'est un enseignant de philo qui a beaucoup théorisé sur le jeu du bridge. Il a notamment développé une règle empirique concernant les enchères du bridge, etc. Et donc, il a conçu, expérimenté et amélioré plusieurs jeux de société, dont Rome et Carthage, qui est sorti en 1951, qui est aussi appelé Méditerranée, et Risque en 1959. Profitant du changement d'éditeur, il va y avoir quelques modifications de règles qui vont être faites à ce moment-là pour aboutir à la version du Risque qu'on connaît. Par rapport à la conquête du monde, je vous parlerai des changements, mais l'idée des auteurs, c'était vraiment que le jeu soit plus ludique non seulement, mais également plus rapide. Ouais.
Bon, ils ont apporté des ajustements aux règles. Pour l'époque, c'était peut-être plus rapide pour l'époque. Peut-être plus rapide pour l'époque. Il n'y avait pas Netflix, il n'y avait pas les téléphones. C'est vrai. On avait le temps de faire un risque pendant 4 jours. Exactement. Ce qu'il a notamment apporté dans les règles, c'est la limitation de la défense à 2D. Parce que sinon, apparemment, ça pouvait être trop fort si elle avait 3D, vu qu'elle brisait les égalités en sa faveur. C'était hyper défensif pour le coup. Voilà. C'était compliqué de progresser. Et c'est en ça que ça a dû accélérer un peu le jeu quand même. Ah oui. C'est que ça a dû un petit peu favoriser l'attaque. Voilà. Okay. Et donc le jeu connaît assez rapidement un succès, dès l'époque de sa sortie en France. Et puis en fait, on retrouve des éditions allemandes dès 63 et puis italiennes en 68. Et Hasbro, qui détient aujourd'hui les droits du jeu Risk, les a acquis en 91 quand il a racheté une société qui s'appelait Tonka Corporation et qui possédait Parker Brothers. Et donc c'est à cette époque-là que du coup Hasbro récupère la licence du Risk en même temps que celle du Monopoly et du Cluedo. Ah oui, c'est ça, je vois le logo Parker en noir et blanc. Exactement. Donc ça, c'est les versions notamment d'avant 91. Okay. Depuis, il y a de très nombreuses thématiques comme le Monopoly, dans lesquelles ont été déclinées. J'ai retrouvé plus de 30 versions différentes, ce qui m'a donné envie de te faire un petit quiz, Julien. Ouais, des quiz. Du coup, je vais te donner des déclinaisons du Risk et à chaque fois, il y aura un intrus. Tu vas me dire, à ton avis, lequel n'est pas une vraie déclinaison qui a été éditée. Est-ce qu'il y a un risque mon cul on va voir. Mais il y a un risque que tu te trompes aussi. Très bien. Donc, on va voir. Alors, je te propose plusieurs choses et puis à la fin, je te demande lequel était l'intrus. Puis vous pouvez faire pareil en écoutant. Donc, le risque Star Wars, le risque Lord of the Ring, le risque Pokémon Universe, le risque Elder Scrolls, le risque Warhammer 40 000 et le risque Transformers Decepticon Invasion de la Terre. Ah, ça, c'est précis, j'aime bien. Et donc là-dedans, il y en a un tous été faits sauf un. Sauf un. J'ai essayé de pas... C'est le moment de te ridiculiser en grand public. Allez, je vais dire... ou d'être un héros. Pokémon. Et oui, bravo. Pokémon Universe n'a pas été édité en jeu Risk. Ah, bravo, 1 point. On va voir si tu fais un parfait parce que j'ai une autre liste. Deuxième et dernière chance de faire un parfait. Donc le risque Walking Dead, le risque Star Trek, le risque Astérix et Obélix, le risque Tintin Rastapopoulos contre-attaque, le risque Captain America et le risque Call of Duty Black Ops Zombie Edition. Ouais. Quel est l'intrus ? Allez, Call of Duty. Eh ben non. Le Call of Duty Black Ops Zombie Edition existe. Celui qui n'existe pas, c'est le risque Tintin Rastapopoulos contre-attaque. Ah ouais, tu vois, pourtant je me suis dit, ça s'adresse à des boomers, donc c'était bien dans le thème, mais non. Oui, je suis con, Rastapopoulos contre-attaque. C'est ça, mais bon, je me suis dit, comme il y avait le Decepticon Invasion de la Terre et le Black Ops Zombie Edition, que finalement, ça pouvait peut-être passer. Bon, bravo. Alors, ça m'amène à une question, ça fait un petit débat quand même. Il y a un débat qui pose question. Les déclinaisons thématiques, réel intérêt ou simple facilité marketing ? Moi j'aime bien, ça te pose dans le thème. Et surtout, il y a eu plein de jeux qui sont sortis, qui étaient plutôt de qualité. Il y a des jeux sur Harry Potter, des choses comme ça. Enfin, quand j'étais petit, il y avait des trucs thématiques, c'était vraiment nul, c'était des jeux de loi rethématisés. Je trouve que maintenant, il y a un vrai effort avec des vrais auteurs de jeux qui font des trucs thématiques intéressants. Alors, dans le risque, souvent, on parle de déclinaison thématique où vraiment, ils gardent le même jeu, ils changent juste la thématique. C'est pas des jeux dans un thème, c'est ça que tu veux dire. Non, c'est vraiment reprendre le même jeu et juste, comme le Monopoly ou autre, où on décline la thématique, on garde le même jeu, et on met une règle peut-être différente pour dire qu'on change un peu quelque chose, mais... Ça peut peut-être s'y prêter, des fois, certains jeux... Moi, je suis partagé parce que ça fait un peu vache à lait quand même. Ça fait un peu, je décline dans toutes les thématiques possibles un jeu. C'est vraiment hyper facile. Je veux dire, c'est comme si aujourd'hui on sortait un Seven Wonder Pokémon. Ça viendra peut-être, mais... peut-être des idées, on va noter. Ouais. ou un Seven Wonder Tintin, etc. Mais je suis vraiment partagé parce que c'est quand même une grosse facilité. Ça fait un petit peu quand même... on pousse jusqu'au bout le concept. Ça rejoint l'instant P, peut-être de la psychologie de tous les gens qui ont la collectionnite aiguë, là, et de dire tu l'as pas ce jeu de Tintin. Oui, voilà. Alors après, c'est à l'inverse, je pense que là où ça marche, c'est que ça permet de booster les ventes. C'est-à-dire que quelqu'un n'aurait peut-être jamais acheté le risque, mais quand tu vois le risque Star Wars, tu te dis tiens, c'est peut-être l'occasion de l'acheter. Ou ça met de la nouveauté sur un jeu qui en soi est hyper ancien. Ça donne l'impression qu'il y a du nouveau. Bon, moi je trouve que c'est un peu une facilité marketing quand même. Après, risque Star Wars, tu dis c'est chouette, il y a quelque chose de cohérent. Enfin, dans tous les trucs que tu as cités, il y a une petite cohérence. C'est ça, c'est qu'à la fois je suis très critique au fond de moi sur ces déclinaisons thématiques, et à la fois franchement, je me dis, tu vois, s'ils sortaient un risque
Hannibal ou un risque Gladiator, c'est possible que je craque. Decimus Meridius, commandant en chef des Tu vois, armées du Nord. risque Gladiator, quoi. Général de la Légion Félix. Fidèle serviteur du vrai empereur Marc Aurèle. Ça va, on a compris. Tu aimes bien toindre le torse d'huile. C'est ça que tu nous avoues. Ça pète quand même. Tu aimes les films sur les gladiateurs? Voilà, donc on verra si un jour il y a le risque Gladiator qui sort. Moi, c'est un risque Beatles, moi, j'aimerais bien. Ah ouais, un risque. Je vais demander ça. Faudra peut-être demander. Pour se propager les disques, les ventes de disques. Putain, suffit de réfléchir pour avoir des idées. Ah ouais, il y a vraiment un truc. Bon, on va bosser là-dessus, puis quand on aura une bande-annonce à vous proposer sur le risque des Beatles, on vous la donne. Parfait. On va maintenant se demander, du coup, ce jeu et ses déclinaisons, Risk, comment il a influencé la pop culture et les jeux modernes. En d'autres termes, ça va où? Ça va où? Ça va où? Dans quoi on le retrouve? La pop culture, les jeux modernes. Qu'est-ce que ça devient? Qu'est-ce que ça devient? Mais il est nouveau ce jingle? Ah non, il est pas nouveau ce jingle. Mais on l'aime bien comme ça, celui-là. On verra si on le change plus tard. Oui, pardon, ça va où, Julien? Pop culture, déjà on retrouve ça dans une série. Oui, dans Malcolm, une série des années 2000 qui passe encore à la télé. Il y a un épisode, notamment, c'est le 17 de la saison 2. Dans cet épisode, la famille de Malcolm, donc c'est une famille de 5, qui joue à un jeu qui s'appelle alors Continent et Conquérant. Clairement, je pense qu'ils n'ont pas eu les droits, mais c'est en tout point Risk. Un continent est cohérent, c'est ça? Voilà, exactement. On écoute ce que ça donne. Alors Loïs, comment tu vas faire pour garder la mer Noire sans le Bosphore ni les Dardanelles? C'est ça, rigole, tu vas voir. Ça fait 1 heure qu'on joue et je suis encore dans la course. D'habitude, ça fait longtemps que j'ai tout balancé. Super génial! À toi, maman, vas-y. Bon, alors, ou tu te rends et tu gardes ta dignité, ou alors je vais te réduire à néant. Ah, tu oublies qu'il me reste encore l'Antarctique, la porte de la Nouvelle-Zélande. Tu n'as rien du tout. Je fais tout sauf un 3 et le monde est à moi. On verra ça à 3. Vas-y, maman, je le tiens, ouais! 3. Ouais! Désolé, tu as très très bien joué. D'ailleurs, pendant un moment, j'ai vraiment eu... Revanche! Oh, super génial! Ah, il est plus de Je minuit. veux ma revanche! Enfin, pourquoi est-ce que tu m'attaques, moi? Ton père est moins armé. Qu'est-ce que tu dis? Tu nous soupçonnes d'avoir conclu une alliance secrète contre toi? N'importe quoi. Ah là, c'est sur mon pied que tu tapes en morse depuis 1 heure. J'ai faim, moi. Riz, si tu choisis de m'attaquer, tu seras puni. Non, si tu ne l'attaques pas, tu seras puni. J'en ai marre! Je veux plus jouer! Je déteste ce jeu! J'ai jamais vu ça encore! Oui, même quand Malcolm me ridiculise! Bien. Qui vient dehors avec moi pour brûler ce jeu infernal? Voilà, donc c'est un petit extrait de cet épisode. Bon, alors moi j'aime beaucoup la série, ça me fait beaucoup rire. Et puis je trouvais que ça retranscrivait bien un petit peu l'ambiance des jeux comme ça, en famille et avec le côté interminable. On retrouve pas mal de choses. Et puis ce qu'on n'a pas précisé, c'est que c'est un jeu à élimination. Ah oui, c'est vrai. Risque. Donc quand t'as perdu, t'es éliminé. T'attends que les autres aient fini ou tu pars faire autre chose. La vaisselle. Mais ça n'a pas inspiré que les épisodes de Malcolm, le risque. Ça a aussi inspiré, je crois, d'autres choses, Julien. Oui, il y a eu plein de jeux. Alors, c'est un peu ce qu'on disait en introduction. Les jeux de type Wargames, il y en a beaucoup moins qui sortent en physique, des boîtes de jeux de société, parce que c'est un type de jeu qui se prête très très bien à un portage sur ordinateur. Les pions se déplacent tout seuls, les jets de dés sont faits automatiquement, et à risque, il peut y en avoir beaucoup, vu qu'on attaque 3 armées par 3 armées. Donc le jeu vidéo risque est déjà très bien, et sur ordinateur, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut se concentrer sur l'essentiel, la logistique, la défense, la stratégie. Il y a un petit jeu gratuit en flash auquel je jouais à l'époque, mais qui existe encore sur les téléphones portables ou sur un site, qui s'appelait Dice War. On jouait contre des ordinateurs, le terrain était généré avec des formes aléatoires, on était placé de façon aléatoire. En gros, tout était aléatoire sauf le territoire qu'on choisissait d'attaquer. C'est-à-dire que même les renforts étaient faits de façon aléatoire, ce qui était un peu frustrant. Donc il y avait un petit jeu dans le jeu qui était d'essayer de forcer l'aléatoire pour qu'il te renforce là où tu avais envie. En tout cas, ce que j'aimais, c'est que c'était hyper efficace. J'ai pas mal joué au travail, même des fois ça m'arrivait. On ne dit rien. Donc voilà, Dice Wars, et je trouve qu'il y a son successeur qui s'appelle Open Front, qui est un jeu en ligne. C'est un jeu gratuit, et c'est un risque multijoueur et simultané. Ah oui, carrément, qui est arrivé donc en 2025. Je pense. Tu es sur une carte, tu démarres à 100 joueurs, tu as environ 10 secondes pour te positionner où tu veux sur la carte, n'importe où, et ensuite, chaque joueur, en même temps, va conquérir des pixels de la carte.
Il n'y a pas de territoire au début, c'est-à-dire qu'on étend son territoire de pixel en pixel. Donc généralement, on commence par les pixels inoccupés, parce que là, ça coûte pas très cher pour conquérir. Et au bout d'un moment, il n'y a plus de place, et il faut commencer à se mettre sur la tronche avec du Battle Royale Risk. Exactement, c'est ça. Moi, j'avais dit c'est du Fortnite version Risk, mais Battle Royale, c'est pareil. Donc on commence à attaquer les autres. Donc forcément, plus on a un territoire vaste, plus on a de ressources, comme un Risk. Et ces ressources, on peut s'en servir pour faire deux choses. Soit pour attaquer, soit pour construire des villes, des ports qui permettent de faire de l'argent, soit pour construire des lance-missiles ou des dômes de protection qui vont permettre d'attaquer plus loin que les voisins. Et donc tout ça, c'est en simultané. C'est-à-dire que c'est pas du tour par tour, c'est chacun avance, tu cliques. Il y a une dimension de rapidité, du coup. Un petit peu. Alors ça dit, quand tu lances l'attaque sur un voisin, l'attaque se déploie automatiquement. Ah ouais, mais c'est du temps réel. Mais c'est du temps réel et tu peux te faire attaquer. Alors pendant que tu es en train d'attaquer, c'est un bon plan d'ailleurs. Quand il y en a un qui est en train d'attaquer quelqu'un, des fois tu peux essayer de l'attaquer parce qu'il a toutes ses ressources d'un côté. Enfin, il n'y a pas de notion de côté, mais en tout cas, il y a toutes ses ressources qui sont mobilisées pour une attaque. Ouais. Du coup, il a moins de ressources pour défendre. Donc stratégiquement, ce que j'ai remarqué, c'est que le mieux, c'est déjà de proposer une alliance quand on est en position de force. Elle a plus de chances d'être acceptée que quand tu es en faiblesse. Oui, ça semble logique. Et dès qu'on commence à s'affaiblir, tout le monde vient nous conquérir, donc c'est difficile de résister très longtemps. Pareil, c'est un jeu à élimination. Ouais. Et ce qui fonctionne bien, c'est de passer des alliances avec tes voisins quand tu vois qu'ils sont un petit peu forts ou que tu es un tout petit peu plus fort qu'eux. Et du coup, tu passes une alliance avec ceux qui te semblent gros, comme ça tu peux aller dépouiller les plus faibles. Donc le jeu s'appelle OpenFront, ça se trouve sur openfront.io, c'est très efficace, c'est un Risk version Fortnite. Il y a un mode solo contre l'ordinateur pour démarrer, parce qu'on se fait défoncer sinon directement quand on arrive. Merci, puis le Risk tout court porté en format numérique, moi j'ai pas mal joué aussi. Alors à l'époque c'était sur les premiers Macintosh en noir et blanc, et franchement j'y ai passé du temps aussi. C'est un jeu, comme tu dis, qui se prête bien à la version numérique. Et du coup, ça fait une bonne transition avec un autre aspect de l'influence de Risk sur les jeux modernes, c'est que finalement, dans Risk, on a parlé des objectifs secrets, et ça, c'est pas anodin. On a chacun un objectif qui peut être d'avoir donc des territoires, d'éliminer carrément quelqu'un aussi. Je dois éliminer tel joueur. Et donc, le but, c'est un peu de deviner quels sont les objectifs de qui. Il y a une dimension assez psychologique de trouver les intentions des autres. Oui. Et c'est ça qui nous a fait penser, nous, du coup, à Nemesis, qui est un jeu qu'on évoquera juste après, qui est un jeu avec cette dimension-là d'objectifs individuels secrets, qui est fortement inspiré dans le domaine du cinéma d'Alien. Qui lui, je crois, était le premier film qui introduit cette notion un peu de traître parmi nous, etc. D'objectifs secrets. Et ben oui, c'est une formidable transition. Alien donc, Alien le 8e passager, qui est un film de Ridley Scott sorti en 1979. C'est son deuxième film. Ridley Scott, c'est le réalisateur entre autres de Blade Runner, Thelma et Louise, Gladiator, Seul sur Mars. Et c'est aussi le premier film de la quadrilogie Alien. Donc une des particularités de cette série de films, il y en a plein, on le verra, mais c'est que chaque opus est réalisé par un cinéaste différent. Le deuxième film s'appelle Aliens, il y en a plusieurs. C'est James Cameron. C'est ça, qui fera Terminator, Titanic, Avatar. Le troisième, c'est David Fincher, qui fera ensuite Seven, Fight Club, Zodiac. Et enfin, le quatrième, réalisé par Jean-Pierre Jeunet, qui fera Amélie Poulain ensuite. D'abord, il fait Alien 4 et après, il fait Amélie Poulain. C'est un peu le grand écart. Voilà, c'est le grand écart. Pour cette émission, on va principalement s'intéresser au premier film. En fait, il est intéressant d'un point de vue ludique, parce qu'il pose un peu les bases de beaucoup de jeux de société modernes. Alors attention, spoiler, c'est mieux si vous avez vu le film, sinon tant pis. C'est l'histoire en fait d'un cargo commercial dont l'équipage est plongé en hibernation, le temps de transporter les marchandises d'un bout à l'autre de la galaxie. Sauf que, au milieu du voyage, l'hibernation s'arrête. Au début, l'équipage se réveille et ils ignorent pourquoi. Et au fur et à mesure du film, ils découvrent l'objet de cette mission imprévue. Alors d'abord, ils doivent vérifier la présence de vie extraterrestre sur une planète désertique, puis l'objectif évolue, ils doivent rapatrier la vie extraterrestre. Alors évidemment, ça se passe mal, l'équipage lutte pour survivre face à la grosse bête, au gros alien, et en cours de film, spoiler, on découvre qu'un des membres de l'équipage n'a pas du tout le même objectif que les autres, à savoir survivre, parce que lui il s'en fout, c'est un robot. Tout à fait. Donc il n'a pas besoin de survivre, et il est surtout chargé par la compagnie, propriétaire du cargo, de protéger l'alien quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Et donc si on ajoute à ça une héroïne badass incarnée par Sigourney Weaver dans le rôle de Ripley, je suis tombé amoureux de Sigourney Weaver en ayant revu Alien. Moi je dis Weaver, mais... Ah, Weaver, oui, t'as raison. Oui, pourquoi je dis Weaver? C'est bon, bref. Parce que tu veux être Weezer. Ouais. Ah, bien vu. J'ai pas réussi à retrouver un tel cocktail dans des films plus anciens. Il y a quelque chose un peu
très précurseur, on va dire. Il existe plein de films en fait où il y a des traîtres, mais souvent on sait rapidement qu'il y a un traître, et un des enjeux du film c'est de le découvrir. Là il y a une espèce d'effet de surprise en fait où on découvre qu'il y a un traître et que c'est lui qui est en train de tout pourrir, c'est pour ça que ça merde en partie. Et donc c'est ces deux éléments qui me font penser aux jeux modernes. Donc premièrement, c'est fréquent que dans les jeux on doit découvrir en cours de route sa mission. Par exemple dans les Unlock, c'est très souvent qu'on démarre, on sait pas ce qu'on doit faire et puis au fur et à mesure on découvre ce que l'on doit faire. Et surtout l'élément crucial, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'objectif secret d'un des protagonistes. Tout le monde n'est pas dans la même équipe. Ce côté précurseur m'a fait penser à un jeu qui s'appelle Les Chevaliers de la Table Ronde de Serge Laget et de Bruno Catala, qui est sorti en 2005. Et ce jeu est souvent présenté comme le premier jeu coopératif à avoir introduit le rôle d'un traître, ici nommé le Félon, et dont le but est de faire échouer la mission, sans se faire démasquer, parce que dès qu'il se fait démasquer, les autres le neutralisent et il peut plus rien faire. Et donc j'ai demandé à Bruno Catala si Alien avait été une inspiration, et j'ai trouvé sa réponse particulièrement intéressante, donc je vous la redis quasiment en texto. Donc pour lui, il n'y a pas eu de source d'inspiration spécifique, mais plutôt la volonté de créer une tension particulière dans un univers coopératif. Si on veut avancer efficacement, je suis obligé de te faire confiance, mais en même temps je dois rester vigilant, parce que peut-être t'es pas aussi clair que ça dans tes intentions. Et en fait cette possibilité d'ajouter un trait, ça change tout sur le jeu coopératif qui devient un peu moins coopératif. On est obligé de coopérer malgré que. Pour lui finalement, la seule inspiration c'est l'observation de la vie. Donc j'ai beaucoup aimé cette réponse qui était encore mieux que celle que j'espérais. Merci à lui d'avoir pris le temps de nous répondre. Merci à lui. Et puis, écoute, on avait trouvé ce parallèle intéressant. En tout cas, entre Alien, qui était dans le cinéma le précurseur des jeux comme ça, enfin des films avec un traître parmi une semblante coopération, et puis les Chevaliers de la Table Ronde qui l'ont été pour le jeu de société. Et donc la question ? Il y a un débat qui pose question. Est-ce qu'on vous recommande les films Aliens ? Oui. Bon, il n'y a pas de débat. Si, les 4 films, ils sont très très bons, original. Alors, il y a un débat quand même. Certains trouvent que le 4 est un peu en deçà, ou il y en a qui n'aiment pas trop le 2 parce qu'ils le trouvent trop action. C'est vrai que comme c'est à chaque fois un réalisateur différent, c'est pas forcément évident d'aimer toute la quadrilogie. Souvent, on a quand même des épisodes qu'on va beaucoup préférer par rapport à d'autres. Moi, c'est vrai que paradoxalement, c'est le 1 peut-être que j'aime le moins. Le 2 est quand même un de mes préférés. Il est plus porté action. C'est ça, t'es bourrin, quoi. Voilà, t'aimes pas les chats. Et j'aime pas les chats. Il y a tout ça qui compte. Non, j'ai rien contre les chats. Et le 4, j'aime bien aussi. Il y a la scène sous l'eau que j'en garde un souvenir vraiment Après, incroyable. c'est du Jean-Pierre Jeunet, donc voilà, il y a une lumière particulière, il y a un style particulier qui tranche, mais je trouve le côté psychologique, en tout cas de chaque épisode, à chaque fois, hyper intéressant. Même le David Fincher était assez décrié à l'époque, le 3 qui se passe dans la prison, qui est très très sombre. Oui, alors que en fait, je l'ai revu il y a pas longtemps et il est très chouette aussi, mais c'est pas du film d'horreur classique, c'est vraiment plus psychologique en fait, où à chaque fois finalement le fond c'est l'alien, c'est pas la pire bête quoi. Ah oui. Voilà, ce qui se passe entre les humains est des fois pire. Donc c'était un peu aussi quelque chose qui était précurseur ensuite de Walking Dead ou d'autres ouvrages cinématographiques. C'est ça. Donc ensuite il y a eu les Aliens vs Predator, ça faut oublier. Voilà. Et après il y a eu des préquels réalisés par Ridley Scott, Prometheus entre autres. Où j'aime bien moi l'univers graphique, etc. Mais c'est vrai que c'est pas au niveau des Aliens et j'attends de pouvoir regarder effectivement le tout dernier là. Il y en a un qui est sorti très récemment d'Alien que j'aimerais bien aussi regarder. Parfait. On continue sur les jeux modernes. Forcément, on parle de Nemesis. On va maintenant aborder comment Risk a pu influencer les jeux modernes et un jeu qui m'a énormément marqué et qui reprend à merveille le principe d'objectif personnel caché et asymétrique, c'est Nemesis. Et j'ai crié Alien pour qu'il revienne. Donc Nemesis, c'est un jeu qui est de 2018, qui est issu d'un financement participatif. L'auteur, c'est Adam Kwapinski, un auteur polonais. Il y a eu de multiples illustrateurs et c'est édité par Awaken Realms, maison d'édition polonaise également. C'est un jeu qui se joue de 1 à 5 pour une durée, alors ils disent 120 minutes, mais on est plus proche des 3 heures quand même souvent. Ouais, et c'est presque la durée d'un épisode dont joues-tu. Voilà, exactement. Et du coup, c'est une catégorie, je dirais, expert, dans la complexité peut-être des mécaniques, ou ambiance. C'est ça, moi j'ai l'impression que c'est un jeu d'ambiance en fait. Du coup, moi je résumerais en disant que c'est un jeu d'ambiance pour joueurs experts.
Ouais, c'est bien. Voilà, parce C'est que ça. si tu le sors avec la famille, c'est quand même pas facile. Et donc, dans Nemesis, comment ça se passe ? Ça reprend quand même beaucoup le synopsis d'Alien, le 8e passager, le premier film Alien, où vous allez jouer, mais sans la licence, où vous allez jouer un équipage qui se réveille, comme tu l'as décrit dans le film, avec quelqu'un qui est mort, et il faut comprendre ce qui s'est passé. Et donc, c'est un jeu où on va chacun incarner un personnage différent. Il y a des règles de points d'action qui nous permettent de nous déplacer dans le vaisseau, d'interagir avec les salles du vaisseau. Et le but, grosso modo, c'est de survivre. Mais ça, c'est le but principal. Oui. Et pour gagner, il faut survivre. Ça, c'est pas suffisant. Ouais. C'est pas suffisant. Il faut survivre, sinon on a perdu. Et en plus de survivre, il faut remplir un objectif personnel. Un petit peu, finalement, comme dans Risk, où il y a une condition de victoire que chacun a différente. Donc, les conditions de victoire, elles vont recouper un petit peu ce qui est dans le Risk. Ça peut être éliminer quelqu'un. Il faut que quelqu'un meure à un moment du jeu. Ça peut être d'explorer le vaisseau, de récolter tant d'objets, de partir en capsule. Parce qu'il y a plusieurs manières de quitter le vaisseau. Soit on ramène le vaisseau à bon port. Ça, j'ai jamais vu. Voilà. Soit on s'enfuit avec une capsule de sauvetage. Voilà. Il y a plusieurs manières de survivre. Et puis, du coup, on a 2 objectifs. Un donné par la corporation, la méchante corporation. Là, on retrouve la thématique alien. Et puis, un plus personnel qu'on va déterminer à un moment du jeu. Quand le premier intrus arrive, le premier alien, on doit choisir l'un de nos 2 objectifs. Dans Nemesis, effectivement, on va aussi retrouver des combats. Parfois, des aliens vont nous tomber dessus. Et là, les combats vont se faire au lancer de dés. Finalement, par rapport au Risk, c'est pas du tout un jeu de conquête, mais on va retrouver des sensations assez similaires sur plusieurs aspects. Alors déjà, sur les aspects de pouvoir faire des alliances de circonstances, puisque les alliances sont jamais durables, et on va pouvoir essayer de faire des alliances avec les gens qu'on imagine avoir des objectifs compatibles avec les nôtres. Par exemple, si moi je dois ramener le vaisseau à bon port, je vais essayer de trouver quelqu'un qui a aussi un peu l'objectif de ramener le vaisseau à bon port, qui a l'air de collaborer pour essayer vraiment de réparer le vaisseau. Et à l'inverse, si on identifie que quelqu'un, son objectif c'est peut-être de nous éliminer, on va être moins tenté de faire une alliance avec lui. Il y a également des tensions liées au lancer de dés et qui sont assez similaires finalement au Risk, parce que dans le Risk, il y a ce côté où on va lancer les dés, puis l'attaquant, des fois, tu t'acharnes, les dés sont contre toi, tu te dis mince, j'ai déjà lancé tout ça, je vais pas m'arrêter maintenant, je vais le prendre ce foutu territoire, quoi. Il lui reste du taxi. Voilà, il reste plus qu'un pion là pour que je conquérisse le territoire. Et dans Alien, c'est un petit peu pareil. Quand on combat, on va lancer le dé, on a un certain nombre de munitions, puis on peut persévérer. Parce qu'on ne sait jamais vraiment quand l'alien va être éliminé. Et donc, il y a toujours une grosse part d'aléatoire. Ses points de vie sont fluctuants à l'alien. Et à chaque fois qu'on touche, on a une chance qu'on ne peut pas trop anticiper de le tuer. Il y a vraiment ce côté où est-ce que je tire encore un coup ou est-ce que je fuis et sachant que ça coûte de fuir en plus. Et sachant que ça coûte de fuir, mais comme dans Risk, où finalement, si tu arrêtes d'attaquer, l'autre il va peut-être renforcer sa défense après. Donc tu te dis, est-ce que je peux pas quand même conquérir maintenant ? Donc il y a vraiment ce côté de s'acharner, parfois jusqu'à l'absurde. Dans Nemesis comme dans Risk. Et puis les objectifs secrets, finalement, il n'y en a pas tant que ça. Des jeux où l'objectif est une condition de victoire particulière, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des jeux avec des traîtres, il peut y avoir des jeux donc asymétriques où il y a vraiment un traître contre les autres. Là, c'est de la coop, semi-coop, mais où collaboration presque. Voilà, c'est de la collaboration, mais où les conditions de victoire sont différentes pour chaque joueur. Et il n'y a pas tant de jeux de société finalement quand on a cherché. Elles sont complètement individuelles. Voilà, à part survivre qui est pour tout le monde, mais on survit pas ensemble, donc ou pas forcément complètement ensemble. Et ça suffit pas pour gagner. Et puis du coup, il y a un peu un jeu dans le jeu, c'est quand même effectivement d'essayer de deviner les objectifs des autres. Alors ça, on peut complètement passer à côté selon comment on joue à Nemesis. On peut jouer en suivant son objectif. Voilà, oui. Moi, j'ai déjà eu des objectifs. Je dis je vais faire mon objectif dans mon coin. Puis... Oui, mais tu peux pour le plaisir essayer de deviner les objectifs des autres, un peu comme dans le Risk. Tu peux y aller en mode bourrin, je conquéris, je fais mon objectif, je m'en fiche de ce que font les autres, ou essayer justement de jouer plus fin. Je vais prendre un territoire sur l'Afrique parce que j'ai compris que lui il veut l'Afrique. Nemesis, c'est un jeu moi que j'apprécie énormément parce que il crée énormément de retournements de situation, d'histoires à raconter, et qu'il y a un côté très narratif dans la manière d'y jouer. Oui, quand on repense aux parties, on se rappelle presque un épisode d'Alien, c'est Alien 5. Exactement. Une grosse qualité de ce jeu, c'est qu'il est très très bien équilibré, non pas dans le sens où on maîtrise ce qu'on fait, parce qu'on peut pas vraiment maîtriser le fait de gagner ou de perdre, il y a quand même une grosse part d'aléatoire, mais la maîtrise de l'aléatoire est assez parfaite, c'est-à-dire qu'à aucun moment on n'a plus aucune chance, et à aucun moment, quasiment, on est sûr de gagner ou de perdre. Je pense que vous avez dû comprendre qu'on n'est pas encore arrivé. On est juste à mi-chemin. Donc voilà pour Nemesis. C'est un jeu qui est assez dur à trouver. Par contre, je vous en parlerai pas dans la bonne occasion parce que il est à la fois cher et difficile à trouver, notamment en version française. Par contre, le petit regret qu'on peut avoir ou pas, c'est qu'il n'est pas la licence Alien. Du coup, on pourrait même se poser une question. Il y a un débat qui pose question.
Némésis est-il une simple contrefaçon ? Ah, ouais, je sais pas, ouais. Enfin, c'est un peu comme... moi, je faisais le parallèle avec le jeu PES pour les gens qui jouent au foot et FIFA. PES, ils n'avaient pas la licence, ce qui fait qu'ils avaient trafiqué tous les noms des joueurs. Mais en fait, on les reconnaissait, les noms des joueurs. Là, il y avait quelques noms de joueurs rigolos. Il y avait Sylvain Will Tordu, Roberto Larcos, Radolno, Purito, ça c'était le gardien de Marseille. Porato, ouais. C'est ça. Et Lirazaru. Donc pour tous ceux qui s'intéressaient au foot dans les années 2000, ouais, on reconnaissait quand même. On savait qui c'était, même physiquement, et il ressemblait. Donc ce qui fait que c'était quand même... Ouais, ça gâchait pas tant le plaisir. Alors après, maintenant, ils ont fusionné, on a les vrais joueurs, et je pense que c'est encore mieux. Pour Némésis, en fait, pareil, on reconnaît quand même hyper facilement Alien dans l'univers, dans la thématique. Alors pas pour les personnages, ils n'ont pas repris les personnages. Les aliens s'appellent des intrus. Ouais. Le vaisseau s'appelle le Némésis plutôt que le Nostromo. Mais quand même, moi je sais pas exactement, tu vois, j'ai pas fait une recherche juridique, c'est pas l'objectif du podcast, mais jusqu'à quand on peut imiter une marque comme ça ou une licence parce que tout le monde sait ce que c'est. Voilà, sans être complètement considéré comme de la contrefaçon. Donc je pense que la limite c'est que ça se prétend pas être du jeu Alien, mais clairement c'est assez inspiré, et du coup Nemesis c'est un jeu qui a plusieurs déclinaisons. Ah, il y a une version Tintin et... Non, non. Et Astérix. Ils ont fait plusieurs stand-alone entre guillemets, jeux qui peuvent se jouer complètement indépendamment ou être plus ou moins compatibles entre eux. Donc il y a le Nemesis qui est effectivement Alien 1, 8e passager. Il y a Nemesis Lockdown qui est Alien 3. On est sur une base qui est pas une prison, c'est un centre de recherche, mais enfin c'est quand même sur une planète qui est Mars, mais qui ressemble beaucoup à la planète d'Alien 3, avec des personnages aussi qui sont des clins d'œil quand même à Alien 3, et qui devrait arriver prochainement. Il y a également Nemesis Retaliation, qui là, clairement c'est Alien 2. On est des Marines qui vont sur une base détruire les aliens, et au début on est confiant, puis on est submergé par le nombre, et là clairement c'est Alien 2. On retrouve quand même presque un jeu par film Alien, ce qui pousse encore plus loin le comparatif avec les films. Au niveau des autres jeux, finalement, il n'y en a pas tant que ça qui reprennent, comme je disais, ces objectifs secrets comme condition de victoire particulière, et qui ne soient pas un trait contre les autres. Parce que Nemesis, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas un trait contre les autres en soi. Après, on pourrait évoquer donc Dead of Winter de 2014 de Isaac Vega. Ouais, Dead of Winter, il y a une condition de victoire commune, et en plus on peut faire son objectif en plus pour gagner plus que les autres. Oui, et il y a également aussi un mode de jeu où il y a un traître qui lui a un objectif qui est de faire échouer l'objectif commun. Mais donc là c'est aussi de la semi-coop. Finalement les objectifs sont pas toujours tant que ça contradictoires avec l'objectif commun. Un petit peu, parce que des fois l'objectif c'est de stocker par exemple des objets, puis ils se disent pourquoi tu partages pas, mais bon. Quand on le joue en full coopération, finalement, c'est moins intéressant que Nemesis, parce que les objectifs personnels vont pas tant mettre de tension. On sait qu'il n'y a pas de traître. On dit, lui, c'est son objectif, voilà. Ça devient un peu plus proche de ce qu'on retrouve dans Nemesis quand on joue avec traître. Où là, s'il y en a un qui a un comportement suspect, le fait qu'il y ait un traître potentiel, on se dit, c'est peut-être lui, donc ça peut un peu mettre des bâtons dans les roues. On peut aussi parler de Betrayal at House on the Hill, un jeu de 2004 qui a été réédité en version française seulement en 2019. Il s'agit d'un jeu où on va incarner, alors c'est très années 80, ça reprend les synopsis de films d'horreur. On est une bande d'ados, enfin il y a des archétypes de personnages de films d'horreur, pas que des ados. On rentre dans un manoir hanté, et puis il y a un moment, on va un peu... on se sépare déjà, c'est important. On se sépare, on va explorer le manoir, on ramasse des trucs, puis il y a un moment où on déclenche un scénario, et où quelqu'un va devenir le traître, qui a un objectif, et on ne sait pas quel est l'objectif du traître. Ah oui. Et donc, on se sépare, et chacun découvre un peu ses conditions de victoire. C'est en courte partie que tu découvres que tu es un traître. Voilà. C'est un jeu qui, un peu comme Risk, peut un peu traîner en longueur, et puis c'est un jeu qui est un peu typique début des années 2000 et des années 90, qui est très aléatoire. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des parties passionnantes, comme des parties qui font complètement flop, parce que selon le moment où le traître est révélé, selon l'objectif qu'il a, ça peut très bien marcher, comme pas bien marcher. Moi, je l'ai eu un moment, je l'ai revendu quand j'ai eu Nemesis, en fait. Ok. C'est marrant, mais c'est son remplaçant. Voilà, c'est son remplaçant. Parce qu'il peut quand même des fois s'éterniser un petit peu inutilement. Et puis toi, tu avais pensé à un autre lien qui était assez intéressant. C'est les Aventuriers du Rail. Il y a un peu cette idée-là, surtout le Aventurier du Rail Europe. On récupère tous un objectif de début de partie qui est relié deux villes qui sont très très éloignées. Et en fait, à force de jouer au jeu, on peut commencer à deviner l'objectif de l'autre et on peut venir le pourrir. Donc pour ça, ils ont sorti une extension qui permet un peu de gommer ce défaut-là, qui s'appelle Extension 1912, où il y a plus d'objectifs de départ et c'est plus difficile à lire l'objectif de l'autre. Ouais, donc on retrouve effectivement ce côté objectif secret, du coup, qu'on va essayer de lire un petit peu comme dans le Risk, puis tu as une carte du monde comme dans le Risk. C'est vrai.
Après, ils n'ont pas fait le risque Europe, mais ils ont fait un risque Napoléon, ceci dit, qui peut-être se concentre que sur l'Europe et qui peut retrouver les aventuriers du rail. Et j'ai le souvenir d'un jeu, est-ce que c'est Nemesis ou pas, où en gros à la mi-temps du jeu, on savait si on était traître ou pas. Alors, il y a dans Battlestar Galactica. Ah, c'est là. Ouais, dans Battlestar Galactica, adapté sur la série du même nom. Et effectivement, là, il y a des objectifs. Alors, il n'y a pas d'objectifs vraiment secrets, cachés. Ouais. C'est un jeu à traître. Oui. Enfin, il y a des traîtres qui sont révélés au fur et à mesure. C'est ça, on sait pas qu'on est traître, c'est qu'on a aidé tout le monde au début de la partie, mais en fait on se rend compte qu'on est traître. Voilà, on peut découvrir après coup qu'on était un traître, parce qu'il y a une sorte de mi-temps dans le jeu où on redistribue des cartes rôles, et où là il peut y avoir des gens qui deviennent traîtres sans le savoir, mais comme dans le film d'ailleurs, enfin dans la série, où il y a des Silons qui s'ignorent. Ok. On passe maintenant à l'instant P, essayer de comprendre pourquoi ça marche ce type de jeu. C'est quoi tout ce truc-là? Ben vous, ici, le divan, la psychanalyse, quoi. J'ai toujours trouvé ça complètement con. Je trouve ça débile. Alors l'instant P, aujourd'hui, on va se concentrer sur les mécanismes psychologiques sous-jacents à ce qu'on a évoqué pour le risque, pour Nemesis. Premièrement, je l'ai un petit peu dit pendant la partie, c'est quoi ce truc? Il y a un petit côté stop ou encore, très léger, dans le risque, dans Nemesis un petit peu aussi, sur les combats, sur les lancers de dés. En fait, t'as trop investi pour t'arrêter. Ici, en fait, c'est un peu une variante du stop ou encore. Alors, sur le stop ou encore, j'ai été gentiment invité sur un épisode de On Joue-tu, hors série, qui sortira, qui parlait de Flip 7 et que vous pourrez également écouter. Qui est peut-être déjà sorti en 2025. Qui parle justement du mécanisme plus spécifique de stop ou encore. Ici, dans ces deux jeux, c'est une variante du stop ou encore où il faut parfois savoir s'arrêter. On va pas forcément accumuler des gains jusqu'à risquer de tout perdre dans les jeux classiques de stop ou encore. On va plutôt accumuler des coûts et des dépenses. Donc soit on a déjà perdu pas mal d'armées et puis on se dit est-ce que je m'arrête maintenant après tout ce que j'ai investi? Je vais me refaire là. Voilà, j'ai l'œil de taupe. Bah c'est pas tant se refaire, c'est-à-dire que est-ce que je m'arrête une fois que j'ai autant dépensé? Mais finalement c'est assez commun à ce qu'on retrouve dans les guerres là modernes, c'est-à-dire que chaque camp, une fois que tu as eu tant de milliers de morts, tu te dis c'est plus dur de lâcher. Si en plus tu repars avec une défaite. Voilà, c'est d'autant plus dur de concéder la défaite et ça crée des phénomènes d'acharnement, de jusqu'au boutisme qu'on retrouve dans ces jeux de société. Et dans Nemesis, c'est un petit peu pareil. On se dit mince, j'ai dépensé quasiment toutes mes munitions qui sont assez rares. L'alien est déjà blessé. La raison voudrait que je fuis, mais est-ce que je vais pas essayer de le finir à la main, quoi, à coup de poing? Avec les dents. Alors que c'est des fois rationnellement pas le bon choix. Oui. Parce que j'ai déjà trop investi pour m'arrêter maintenant. Ça va nous amener à une théorie psychologique qu'on appelle, attention à bien le prononcer, le piège abscon. Ah oui, j'en connais d'autres. Le piège abscon, qu'est-ce que c'est? Eh bien, pour le comprendre, c'est un petit peu ce que je viens de vous décrire, mais pour le comprendre, on va faire une petite expérience. Ouais. Je vais te demander de te mettre en situation, Julien, et puis celles et ceux qui écoutent, faites-le en même temps. Donc, imagine-toi, Julien, que tu prépares à faire un super week-end. Ah, il faut réserver ou pas? Non, là, on va pas imaginer qu'on réserve. En fait, cette année, tu as décidé d'aller au Festival de Cannes. Festival du jeu ou du cinéma? Comme tu veux. Tu réserves ton billet et le billet d'entrée qui sont... Alors, non échangeables, billets de train et billets d'entrée qui sont non échangeables, non remboursables, et ça te coûte 150 €. Très bien. Tu es bien. Sauf que, quelques temps plus tard, donc, un ami t'appelle et il te prend de court parce qu'il dit qu'il doit réserver sans délai un gîte pour un week-end jeu auquel seront toute l'intégralité de la bande de tes amis. Tout le monde a déjà dit oui, mais par contre, le seul problème, c'est que il faut que tu prennes rapidement le billet de train. Lui, il doit vraiment bloquer sa réservation. Donc, tu te précipites sur le site du transporteur de ton choix et tu trouves un billet pas cher, à 50 €, non échangeable, non remboursable. D'accord. Bon, là, t'es très très bien, parce que tu te dis, cette année, je vais me faire Cannes et le week-end avec les amis. Ouais. Sauf que, arrive enfin la date de ton week-end à Cannes, et là, tu reçois un SMS de ton ami qui te dit, c'est toujours bon pour ce week-end, le week-end entre amis, et tu réalises qu'en fait, t'avais pas fait gaffe dans la précipitation, mais ça tombe le même jour. Et c'est pas à Cannes, bien sûr. Et non, c'est pas à Cannes. Tu vas devoir... Voilà, c'est à Caen ou à Cannes. Et donc, tu vas devoir choisir quel camp. Est-ce que tu vas aller à Cannes, séjour pour lequel tu as dépensé 150 € quand même? J'ai dépensé sans compter. Et le week-end jeu où il y a tous tes amis et qui t'a coûté 50 €. Ah oui. Tu ne pourras pas récupérer l'un ou l'autre de tes montants. Tu perds l'un des deux. Alors, que fais-tu? Alors, instinctivement... Que faites-vous? Sans réfléchir, je vais dire, on va là où c'est le plus cher. Mais je crois que c'est pas ça qu'il faut faire. En fait. Je pense plus les amis, j'ai l'impression. J'irai plus sur les amis, je m'assois sur mes 150 €. Alors, en fait, c'est bien, Julien, parce que tu es rationnel. C'est la décision, entre guillemets, peut-être la plus sensée, c'est d'aller effectivement rejoindre tes amis si c'est ça qui te fait le plus plaisir. C'est le biais des coûts irrécupérables. En tout cas, c'est qu'à la fin, ça te coûte le même prix dans les deux options. Oui. C'est-à-dire que tu ailles à Cannes ou à Caen,
avec tes amis, ça te coûte 200 €, les 150 plus 50. Ouais. Sauf que la plupart des gens, quand on les interroge sur ce type de mise en situation, vont plutôt choisir l'option qui leur a coûté le plus. Ouais. Alors qu'en fait, finalement, c'est pas ce qui fait plus plaisir. Si tu vas à Cannes, tu dépenseras 200 € à la fin. Si tu vas avec tes amis, tu dépenseras 200 € à la fin. Donc le fait que tu aies mis 150 € pour aller à Cannes, si c'est ça qui te plaît moins, il faut pas le faire, mais il y a une partie de toi qui aurait envie de le faire parce que tu as payé plus. Il y a un sorte de biais là-dessus. Ouais, parce que tu y as consacré c'est plus cher, donc c'est mieux. C'est plus cher, donc tu te dis je perds moins d'argent si je vais là-bas, alors qu'en fait tu perds pas moins d'argent en allant à Cannes. Voilà. C'est une forme du piège abscon, c'est-à-dire le fait que tu aies déjà dépensé beaucoup pour un week-end fait que tu vas persévérer à aller là-bas, alors même que finalement tu avais peut-être plus envie d'aller ailleurs ou que c'était plus raisonnable d'aller ailleurs et que ça te coûtera pas plus cher d'aller ailleurs. Il y a un autre exemple classique de ça, c'est tu vas te retrouver dans une situation où vous allez vous retrouver dans une situation où vous devez rentrer chez vous et vous êtes à pied et il y a un bus qui passe dans 15 minutes. Ah, très bien. Ton trajet à pied, il te prendrait 30 minutes, mais tu es fatigué, il pleut. Donc tu choisis d'attendre. À l'heure dite, le bus n'est pas là. Donc, tu as déjà attendu 15 minutes et le bus n'est pas là à l'heure où il devait arriver. Tu te dis, il est peut-être du retard. Oui. Tu vas attendre 10 minutes de plus. Donc là, au total... T'en es à 25 minutes. Ouais, t'en es déjà à 25 minutes. T'aurais déjà presque fini de rentrer à pied. Oui, c'est vrai. Et pourtant... Mais il pleut et pourtant, si ça se trouve, le prochain bus, il va bien passer. Il est prévu un bus toutes les 20 minutes. Ah oui, donc il suffit que j'attende encore un petit peu plus. Mais voilà. Donc que fais-tu ? Allez, j'attends le bus. Et bien dans ces situations, effectivement, les gens continuent à attendre. Et si le bus ne passe jamais, tu vas finalement mettre beaucoup plus de temps que le temps que tu aurais mis à rentrer à pied. C'est-à-dire que là, c'est des effets de persévération dans lesquels on a déjà aussi engagé des coûts, investi du temps, et on se dit maintenant que j'ai attendu 25 minutes, il va finir par arriver. Je vais quand même pas rentrer à pied maintenant. Alors que si ça se trouve, en persévérant dans cette attente, les signes te montrent que le bus, déjà, il n'est pas passé. Est-ce que le prochain va passer ? C'est de moins en moins probable. Et finalement, la solution la plus rationnelle, ça aurait été de partir quasiment tout de suite quand le premier bus n'est pas passé. Oui. Pour limiter les pertes, entre guillemets, de temps. C'est ça. Voilà. Oui, parce qu'à l'inverse, si le bus passait dans 25 minutes et que tu avais 30 minutes à pied, tu n'aurais pas fait le même choix. Tout à fait. Alors que tu te retrouves dans la même situation. Exactement. Si on t'avait dit au début, tu vas attendre 25 minutes, tu aurais fait le trajet sans doute à pied. Donc au final, le choix le plus rationnel n'est pas toujours pris par l'être humain, ça c'est bien connu, mais ça c'est des situations classiques qu'on appelle des pièges abscons. Et donc dans Risque, on retrouve ça quand on attaque de manière persévérative. Et dans Némésis, on le retrouve aussi quand des fois on s'entête sur un combat qui est perdu d'avance. Et puis, il y a un autre aspect dans ces jeux, dans le fait de deviner les objectifs secrets des uns et des autres. C'est une notion qu'on avait déjà abordée dans, je crois que c'était le premier épisode des Ludologues. C'est la théorie de l'esprit. C'est une compétence qui est définie par le fait de lire les intentions et les pensées des autres. Donc, la théorie de l'esprit, elle peut être cognitive, c'est-à-dire on va essayer d'imaginer les pensées, les croyances, les intentions de l'autre. Et il y a une théorie de l'esprit affective, où là, on va essayer de comprendre et partager les émotions de l'autre. C'est une compétence qui se développe progressivement durant l'enfance. D'abord, les enfants identifient les désirs de l'autre, puis ses croyances, puis ses fausses croyances. C'est-à-dire, lui pense que je me suis caché sous la couette parce que j'ai mis un doudou dessous, mais en fait, je suis caché dans une autre pièce. Donc, je trompe l'autre et j'ai conscience qu'il a une fausse croyance sur la réalité. Dans Némésis, éventuellement dans Risque, pour peu qu'on joue de manière un peu narrative, un des enjeux va être de décoder les intentions d'autrui pour maximiser l'efficacité de notre partie. Pour être efficace dans ce type de situation, il faut essayer de se décentrer de son point de vue, de se projeter dans ce que l'autre a comme information, comme intention potentielle qui pourrait expliquer ce qu'il est en train de faire. Seulement, dans ces jeux-là, on est tous dotés de théorie de l'esprit et l'autre sait aussi qu'il est observé. Donc, il va tenter de modifier son comportement, soit sur le versant affectif, on va essayer de changer ses mimiques, d'avoir des attitudes qui trompent sur nos réelles émotions, ou cognitif. C'est-à-dire qu'on va faire un coup, et puis l'autre va dire « Mais attends, pourquoi tu vas vers la station de pilotage, là ? Tu veux changer les coordonnées alors que je t'ai dit qu'on allait sur Terre ?» Non, mais c'est pour vérifier. On va donner une justification cognitive plus ou moins plausible. Et en fait, l'autre, qui essaye de deviner l'objectif, va devoir à chaque fois juger est-ce que cette expression de visage, finalement, elle trahit réellement ses intentions ou pas ? Est-ce que l'argument qu'il me donne, c'est vraiment rationnel, c'est cohérent ? C'est pour ça que tu joues avec des lunettes de soleil et une casquette à Némésis. Exactement. Ce qui, du coup, fait que je vois pas très bien le plateau qui est déjà sombre, mais au moins, les autres ne savent pas du tout ce que je vais faire. Dans l'idéal, il faut jouer sur les deux tableaux. C'est-à-dire qu'il faut essayer de tromper les autres d'un point de vue cognitif, c'est d'être logique pour deviner ce qui peut être vraisemblable comme cause à leur comportement. Et effectivement, au niveau affectif, ça peut être également
vraiment un peu un jeu de poker menteur, de tromper les autres sur ses intentions. Et du coup, le fait de mobiliser ses compétences cognitives, ça va être particulièrement stimulant, car ça simule de manière assez réaliste les interactions sociales réelles. Et dans un jeu comme Nemesis, ça permet de se projeter plus facilement dans la dimension narrative du jeu. Ça va donner vie au personnage qu'on incarne, en fait. Le fait d'avoir cette dimension de chercher les intentions de l'autre, etc., ces objectifs, je pense qu'ils sont vraiment un soutien à la dimension narrative du jeu. Et c'est ce qui favorise le fait qu'on se souvient d'une partie comme d'un souvenir réel. Ça va mobiliser des structures cérébrales, notamment l'hippocampe, qui est le siège de la mémoire épisodique, des événements. Et en fait, en mobilisant cette compétence-là, on se construit des souvenirs, ça nous invite à nous projeter mentalement dans la partie, comme si on vivait une scène, on va s'en rappeler après, comme si c'était une expérience partagée. Donc voilà un petit peu pourquoi ça fonctionne, ces jeux-là, à mon avis, et en tout cas pourquoi ça me plaît beaucoup, c'est parce qu'il y a à la fois ces phénomènes-là de piège abscons où il faut savoir s'arrêter avant que ça soit irrationnel, et puis cette dimension psychologique à côté de laquelle on peut totalement passer si on le veut, mais qui pour moi rajoute vraiment un aspect intéressant au jeu qui sinon, pour Nemesis et pour Risk, peuvent être des simples jeux de lancer de dés ou de mécanique assez plate. Très bien. On va maintenant pouvoir passer à la rubrique suivante, la rubrique sur nos souvenirs, justement, puisqu'on parle de souvenirs. 23-0. C'est la piquette, Jack. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. Ne l'écoute pas. Ne l'écoute surtout pas. Tu n'es pas une madeleine. Et aujourd'hui, du coup, pour parler de souvenirs, moi, forcément, j'ai un souvenir qui s'est construit selon les mécaniques que je viens de citer. T'as chevauché un hippocampe. Exactement, dans mes rêveries ludiques. Et donc, c'est une partie de Nemesis dont je me souviens particulièrement avec Julien, ici présent, et Gaël, un autre ami que je salue. Dans cette partie, je m'en souviens vraiment très bien, j'avais décidé de jouer un peu ce qu'on appelle roleplay, c'est-à-dire incarner vraiment le personnage et pas jouer juste ce que j'avais envie, mais jouer ce que je trouverais que le personnage serait prédisposé à faire. Donc je jouais le soldat et je me suis dit, je vais jouer vraiment premier degré, soldat qui se dit, voilà, je vais défendre l'équipage, c'est mon rôle, etc. Donc pour une fois, je m'étais pavé de bonnes intentions, puis je crois que j'avais un objectif qui pouvait être compatible, il fallait que je sauve le vaisseau. Donc je suivais l'éclaireur, enfin l'éclaireuse, ou je sais plus quel personnage féminin, en me disant, voilà, je vais aller protéger ce personnage qui va réparer les moteurs. Et puis arrive un moment où il y a une panne dans le vaisseau, il y a un incendie qui déclenche le système d'autodestruction. Eh oui. Voilà. C'est toujours une merde, soit un Nemesis. Voilà. Et du coup, le système d'autodestruction, c'est un compte à rebours. Et donc, il y a un délai avant lequel il faut pouvoir arrêter cette autodestruction. Et donc, j'étais pas très loin de la pièce dans laquelle il y avait le bouton qui permettait d'arrêter l'autodestruction. Mais cette pièce-là avait un petit inconvénient, c'est qu'elle était potentiellement sujette à être sassée. C'est-à-dire, il y a une commande plus loin dans le vaisseau, ailleurs, qui permet de verrouiller une pièce et de vider l'air à l'intérieur, ce qui va tuer l'alien éventuellement s'il est dedans, mais tuer aussi les personnages qui sont dedans s'il y en a. Donc, je sentais bien que ça pouvait être risqué d'aller dans cette pièce, sachant que Gaël et Julien n'étaient pas loin du 10 boutons. Mais jouant ce brave soldat, je me suis dit, allez, je me lance. Et j'étais d'autant plus serein que j'avais la carte objectif qui était de m'éliminer moi-même. Donc je savais de fait que donc dans ces cas-là, on a un objectif annexe, on a un plan B, on ne va pas devoir s'éliminer soi-même, on n'est pas suicidaire dans le jeu quand même. Et donc je savais que personne n'avait l'objectif de m'éliminer. Donc je me suis dit, normalement... Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Donc je rentre dans cette pièce courageusement, je désactive l'autodestruction du vaisseau, sauvant l'intégralité de l'équipage du même geste. Suite à quoi, Gaël, qui jouait, je crois, le capitaine ou un autre personnage... toi, je sais que tu étais le scientifique en fauteuil roulant. Oui. Voilà, que tu te baladais de manière un peu aléatoire dans le vaisseau. On n'arrivait pas bien à comprendre ce que tu faisais. La théorie de l'esprit était mise en défaut, mais du coup, c'était louche. Et Gaël jouait le capitaine, je crois. Et donc, inévitablement, ce qui devait arriver appuie sur le bouton qui verrouille toutes les portes de la pièce dans laquelle je me trouvais. Et à ce moment-là, j'ai plus le choix. J'étais épuisé, je n'avais plus de cartes pour pouvoir éventuellement casser la porte et sortir. Donc, j'étais condamné, j'allais mourir, ma partie allait se terminer sur ce geste. J'étais un petit peu dégoûté quand même, parce que c'était à peu près à la moitié du jeu. Oui. Et miracle, Julien, à son tour, qui n'était pas loin, rentre dans la pièce où était Gaël et m'ouvre les portes.
en disant non, quand même, c'est un peu. Je crois que j'annule le coup. Tu sais, t'as une carte où tu peux annuler. Oui, c'est ça. J'annule le coup de Gaël. Voilà, tu lui as dit non, tu ne feras pas ça. Tu l'as menacé d'une arme en disant non, ne fais pas ça. Donc là, je me dis, oh là là, c'est cool quand même. Vraiment, gros ascenseur émotionnel. Pour, juste après, à son tour, Julien dire, en fait, non, c'est moi qui vais appuyer sur le bouton. C'est pas toi. Ce qui a été du coup la même conclusion qu'initialement prévue, où j'ai fini mort d'asphyxie. Ouais. Enfin, le personnage est mort d'asphyxie par cet acte complètement gratuit. Pas complètement, parce que le fait que quelqu'un meure avait, je crois, Moi, ça m'a arrangé. Ça m'a arrangé que quelqu'un meure parce que mon objectif était de collecter plein d'objets. Et donc, j'étais pas loin de les avoir. Il fallait que je me tire avant que ça merde. Donc, le fait de tuer quelqu'un, ça a déverrouillé les capsules de sauvetage. Et pour donner l'autre aspect, enfin, c'était un calcul purement rationnel. En fait, j'avais besoin de collecter des objets. Donc, il y a des cartes qui permettent de récupérer des objets. En empêchant Gaël de le faire et en appuyant sur l'objet, ça me permettait de défausser 2 cartes et d'avoir une chance supplémentaire de piocher la carte qui permettrait de récupérer les objets. Donc, c'est totalement froid et rationnel. Donc Julien a joué son scientifique complètement froid et rationnel, tandis que Gaël, lui, alors n'avait que des objectifs émotionnels, c'est-à-dire c'était drôle de tuer Aurel qui joue le soldat. Voilà. C'est ça. S'il l'avait pas fait, je sais pas si je l'aurais fait. Et ben voilà, du coup c'était un beau travail d'équipe en ma défaveur. On a réussi à gagner tous les deux, je me souviens, on a réussi à s'enfuir dans les capsules. Ah mais de toute façon on n'a pas dit que c'était un jeu, il y avait une morale à la fin. Hein. Donc, mais du coup, à la fois, c'est pour dire que c'est un jeu où effectivement, c'est extrêmement frustrant de perdre de cette manière, mais en même temps, c'est un très bon souvenir. C'est une très bonne partie de Nemesis qui me laisse de très drôles et très bons souvenirs. Voilà, donc c'était pour ma Madeleine aujourd'hui. Et moi, c'est un peu dans le même style en fait, qu'on joue en famille avec mes enfants et on joue avec mon fils qui avait 7-8 ans, on joue à Galerapagos, donc un jeu pareil, on doit collaborer pour fabriquer un radeau et s'enfuir de l'île avant que tout nous dévaste. Sachant qu'il n'y a pas assez de place sur le radeau pour tout le monde. Là, c'est ça, on arrive à un moment où il n'y avait plus que 2 places sur le radeau et on était 3, il restait mon fils, sa mère et moi. Et je sais qu'il a un pistolet et moi j'ai une balle, donc je lui dis bon, je te file la balle et tu tues ta mère. Ah oui, c'est sympa pour l'ambiance en famille, ça. C'est sympa. Donc je lui donne la balle, il tue sa mère. Donc ce qui fait qu'il y en a 2, il y a 2 places, tout va bien. Sauf que cet enfoiré avait encore une balle. Et du coup, il me shoot moi aussi, pour être tranquille sur le radeau, parce qu'on a quand même plus de place pour pouvoir gagner tout seul. Bah voilà, c'est ce qui s'appelle faire son Oedipe dans les grandes largeurs. Là. C'est ça. Donc voilà. Bref. Et il est parti tout seul sur son radeau. C'est ça, il a gagné tout seul. Sur son radeau. Il m'a tué avec la balle que je lui ai donnée, en gros. Et ben il a de l'avenir, ce jeune garçon. Je ne sais pas. D'ailleurs, ça me fait penser, ces jeux-là de trahison, etc., ça fait évoquer un peu, on se dit, oh là, mais c'est horrible de faire des jeux comme ça. Si vous n'avez jamais joué et que vous n'aimez pas ces jeux, on se dit, c'est pour vraiment être tordu pour jouer à des jeux comme ça. Alors, je vous rassure, ou en tout cas, on s'auto-rassure, nous, c'est montrer que c'est quand même assez sain de faire ça dans les jeux de société. C'est une manière de le faire pour de faux. Oui, c'est plutôt que de le faire pour de vrai. Moi, c'est ce qui me plaît, parce que dans la vraie vie, on le ferait pas. Ouais, et en fait, il y a des impressions, des fois, surtout balayées par les médias, où en fait, les gens qui ont des comportements asociaux, qui sont violents, etc., c'est les jeux vidéo ou autres qui les ont rendus violents. En fait, ce qu'on sait, c'est que non, c'est effectivement, les gens qui ont des prédispositions, ils vont aussi pouvoir jouer aux jeux vidéo et ça va générer peut-être une accentuation des problèmes. Mais dans la grande majorité des cas, le jeu est une activité qui permet justement d'évacuer comme ça des pulsions agressives. De faire des choses qu'on ferait pas. Voilà, de faire des choses qu'on ferait pas. Dans les jeux à rôle caché, moi j'adore mentir, je trouve ça drôle dans la vraie vie, je sais pas quelque chose d'agréable, je mens pas, j'essaie de pas mentir, alors que je prends un grand plaisir à mentir dans les jeux. Et en fait, ce qui va être déterminant, c'est effectivement la capacité à discerner le réel de l'imaginaire. Et c'est vrai que certaines personnes, malheureusement, sont en souffrance et ont des difficultés sur cette capacité-là et peuvent être dans une confusion entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Et là, effectivement, ça peut être dangereux de faire ces jeux-là, mais c'est pas ces jeux-là qui nous rendent violents ni dangereux. Faut pas inverser la cause et la conséquence. De ce que j'en sais, en tout cas. On va maintenant enchaîner sur l'avant-dernière rubrique. Vous allez pouvoir gagner des sous, ou plutôt en économiser. En perdre moins, mais du coup, ça revient en gagner. Moi, j'aime bien me dire comme ça. Tu vois, quand j'ai pas mis d'argent dans le parc-mètre et que finalement, j'ai pas eu d'amende, j'ai l'impression d'avoir gagné 32 €. C'est vrai. Voilà. Ah, c'est 32 maintenant. Ah non, à Grenoble, c'est 32, ouais. Je crois. Ouais. Donc voilà, je préfère me dire que j'ai gagné 32 €. J'ai le souvenir d'avoir acheté un jeu d'occasion au contraire du jeu, et puis d'avoir pris une prune en sortant. Donc en fait, j'avais perdu toute la bonne occasion du jeu. Bon, mais ne vous découragez pas. Là, aujourd'hui, c'est sûr que vous allez faire une bonne occasion. Il est l'heure de se réveiller. Il en manque une. Vous êtes sort? Tout à fait ça.
Ça alors? Si ça vous ennuie pas, je vous en demanderai 20 $. Et moi, je t'offre la vie. Ça te va? Vous faites une affaire. Et aujourd'hui, dans la bonne occasion, je vous ai décocté un petit jeu pour lequel je suis allé au bout de mes propos, puisque c'est un jeu que j'ai acheté. Donc c'est une bonne occasion que je viens de faire et que je vais partager avec vous. Il en reste? Il en reste, oui, bah oui. Quand on vous donne des bonnes occasions, donc c'est au moins la moitié du prix du neuf, et des jeux qui sont quand même facilement trouvables. Le but, c'est pas de vous donner des références de jeux que vous aurez énormément de mal à trouver. Ou que tu vends toi-même. Ou que je vends moi-même complètement. Non, là, au contraire, je viens de l'acheter. Mais il en reste. C'est des jeux qui, en tout cas, sont des bonnes occasions en juin 2025 pour celui-ci. Et je pense que ça le restera encore, puisqu'il s'agit de L'Âge des Dieux. Est-ce que tu connais ce jeu? J'ai cru que tu allais me demander est-ce que je connais L'Âge des Dieux. Est-ce que tu connais L'Âge des Dieux? 42. L'Âge des Dieux, c'est un jeu de 2004 qui a été réédité tout de suite après en 2006 dans une version révisée, parce qu'à cette époque-là, c'était pas grave de refaire un jeu 2 ans plus tard parce que les règles avaient mal été écrites 2 ans avant. C'est vrai. C'était ça, hein. Il l'avait republié parce qu'il y avait des gros bugs de règles dans la version de 2004. C'est un jeu qui a été créé, inventé par Croc, qui est un auteur qui a plutôt fait des jeux de rôle, plutôt connu pour notamment Innomine Satanis Magnus Veritas. Et il y a plein d'interviews de Croc qui sont toujours passionnantes. Ouais. C'est quelqu'un de très intéressant à écouter. Qui travaille chez Asmodée et qui dirige à présent, je crois toujours, la section jeux de rôle d'Asmodée. Ça a été illustré par John McCambridge, et donc l'éditeur, c'était Asmodée Édition, puisqu'à cette époque-là, je vous renvoie vers notre hors-série sur l'histoire des boutiques de jeux, Asmodée était un éditeur en nom propre. C'est un jeu qui se joue de 2 à 6 joueurs, qui dure à peu près 1h30. Pour un jeu de cette époque-là, je trouvais qu'il était assez bien équilibré là-dessus, c'est-à-dire que autant il y a un jeu par exemple à peu près de la même époque qui s'appelait La Vallée des Mammouths, où c'était interminable, on parle du risque, où des fois ça traînait. Là pour le coup, il y avait un nombre de tours, donc finalement il n'y a pas cet effet de traîne en longueur. La catégorie, franchement, je me dirais que c'est un peu un ovni. C'est dur à catégoriser. Je pense qu'il est quand même dans du familial, on pourrait dire. Mais c'était vraiment un jeu qui était dans ce que, à cette époque-là, étaient les jeux de société, une sorte de préquel à des soirées jeux de rôle. Et du coup, c'était un jeu qui était bien apprécié des rôlistes à l'époque. C'était court pour un rôliste. C'était court pour un rôliste, voilà, exactement. Et du coup, dans ce jeu, on va tous jouer des dieux. Chaque joueur joue un dieu et on est autour d'une table qui représente un plateau. C'est une espèce de terre du milieu, monde héroïque fantasy, où il y a plein de peuples. Donc on retrouve vraiment tous les peuples quasiment des univers héroïques fantasy. Les humains, les elfes des bois, les hauts elfes, j'en passe, les orques, les gobelins, tout ce que vous voulez, les sorciers, les moines, etc. À son tour, grosso modo, donc on va pouvoir faire se battre les peuples. C'est un jeu de conquête où les peuples vont se prendre des territoires les uns les autres, un petit peu comme au risque. Mais tout le monde peut jouer tous les peuples. Ah oui. Sauf que tu as, en tant que dieu, ton peuple favori, celui qui va te rapporter des points à la fin du jeu. Et ça, c'est caché. On ne sait pas quel dieu doit avantager quel peuple. Ah, tu sais pas quel peuple tu as en gros. Voilà. Moi, je sais quel peuple j'ai, mais je sais pas quel peuple tu as toi. Okay, très bien. Donc, par exemple, moi, j'ai la carte, je sais que je dois favoriser les hauts elfes. Toi, tu dois favoriser les elfes des bois. Mais je ne sais pas que toi, tu dois favoriser les elfes des bois. Et je peux très bien jouer tes elfes des bois. Comme toi, tu peux jouer mes hauts elfes et vice-versa. D'accord. Donc, en fonction de ce qu'on va faire, on va essayer de deviner qui essaye d'avantager quel peuple. Et au début, on ne sait pas tous les peuples qu'on a. C'est-à-dire qu'au début, tu connais un de tes 4 peuples. Et puis plus le jeu avance, plus tu comprends quels sont les peuples que tu dois avantager. Et à la fin du jeu, tu vas marquer un nombre de points de victoire qui correspond au total de territoire occupé par tes peuples, avec des pondérations. Il y a des peuples qui sont plus nombreux au début, qui du coup rapportent moins de points, et vice-versa, des peuples que tu connais qu'à la fin du jeu, et qui ont moins de jetons peuple, et qui sont du coup plus valorisés en termes de points à la fin. Donc tu as pu t'attaquer toi-même. Tu peux t'attaquer toi-même sans le savoir, effectivement. Très bien. Donc le but, c'est effectivement d'aller un petit peu brouiller les pistes, des fois faire des conquêtes avec des peuples qui sont pas les nôtres, en faisant croire que c'est le nôtre pour que les autres ensuite s'acharnent dessus. Les combats se font au lancer de dés, ça c'est un peu à l'ancienne. Il y a quand même du lancer de dés, on retrouve le côté un peu rôliste là-dessus, faut pas être allergique à ça, mais ça crée une ambiance assez sympa autour de la table. Alors c'est clair que c'est pas un jeu qui est dans la maîtrise, dans l'équilibrage, voilà, mais pour quelqu'un qui aimerait par exemple Nemesis, qui aime bien ce genre de jeu où en fait on va se raconter une histoire, c'est drôle, il y a un côté très ludique dans ce jeu, à faire battre les nains contre les hauts elfes, pour les fans un peu du thème de l'heroic fantasy, ça se passe très très bien. Voilà, donc c'est un jeu de conquête à faction cachée. Très bien. C'est un jeu qu'on retrouve autour de 8-10 euros d'occasion. C'est une grosse boîte. C'est une boîte taille classique, moi je dirais, type Seven Wonders, pour faire l'archétype, avec des petits pions qui représentent les peuples, qui sont
assez joli pour l'époque. Il a un peu vieilli sur le plan graphique, mais je le trouve loin d'être moche, moi en tout cas. Okay. Moi, je l'ai repris pour le côté nostalgique parce qu'effectivement, c'était un jeu que je jouais au lycée et qui m'a laissé beaucoup de bons souvenirs. Je me suis dit, tiens, quand j'ai cherché la bonne case, que je trouvais ça, j'ai dit, je vais aller au bout de mes idées. 10 €, c'est quand même pas cher. Donc, on va maintenant enchaîner avec une dernière rubrique. L'atelier de MacGyver, où on vous donnera un petit tips autour du jeu de société. Le fil vert sur le bouton vert. Et j'appuie sur le bouton rouge. Je pétris le tout avec les mains, là, comme dans les campagnes d'Anta, là, comme ceci. Si seulement j'avais un marteau. Évidemment, avec des moyens pareils, moi aussi, j'y arrive. Alors, on va parler des figurines. Ah, les figurines. Les figurines dans les jeux de société. Il y a 2 écoles. Vas-y. Je sais pas, il y a ceux qui les peignent et ceux qui les peignent pas. Et c'est un peu ça. Alors, les figurines dans les jeux de société, quasiment dans tous les jeux, alors sauf Betrayal at House on the Hill, où elles sont peintes, alors de manière très moche, mais elles sont peintes. Okay. Enfin, elles sont colorées. Sinon, c'est quand même souvent les figurines assez gris. Donc, le débat, c'est finalement, est-ce que vous préférez un jeu où il n'y a pas de figurines du tout ? Maintenant, on peut avoir les standees souvent, c'est-à-dire des petites figurines en carton ou au moins c'est en couleur, ou avoir des belles figurines, mais qui parfois peuvent rester grises. Qu'est-ce que t'en fais, toi, Julien ? Ça, c'est une bonne question. Je m'en fiche, en fait, en vrai. Moi-même, un pion rond, tu vois, en bois, ça me va. Ouais, mais du coup, t'as pas de jeu de figurines particulièrement où tu valorises j'ai pas quelques ça. jeux. Oui, voilà, c'est pas une condition pour l'achat. Et les quelques jeux où il y a des figurines, elles sont pas peintes, elles sont bien grises dégueu chez moi. Donc tu laisses les figurines grises et tu t'en fiches. Oui. Alors moi, ça, pour le coup, ça m'arrive aussi, je dois le dire. Mais je trouve ça vraiment extrêmement moche. C'est dégueulasse. Ça suffit. Il me donne envie de vomir. Ouais, c'est vraiment immonde. Ce qui se passe quand on ouvre la boîte du jeu, c'est exactement ce qui se passe. Voilà, franchement, ça dissuade. Moi, ce qui m'agace, c'est que c'est pas pratique. Des fois, ils sont tous gris, tu vois pas bien la différence entre les pions. Pour ça, je ferais presque un rond en bois, un vert, un rouge, un violet, plutôt que ces Alors trucs c'est vrai gris, que des fois, ça peut nuire à l'ergonomie du jeu. Mais on a quand même une petite solution, puisqu'on est dans l'atelier MacGyver. Excusez-moi, j'ai pas le temps de peindre, en fait, c'est ça l'histoire. Alors c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, un peu de talent, ou un peu de dextérité, et de la place. Parce que pour vraiment peindre ces figurines, il faut avoir quand même de la place, de les laisser sécher, de les tu fais pas ça dans la cuisine. C'est pas toujours évident selon comment est organisé ton chez domicile. Des amis. Ou alors tu le fais chez des amis. Sinon, moi, je trouve qu'il y a un très très bon entre-deux qui est la technique dite du sun drop. Donc c'est une technique qui a été beaucoup médiatisée parce que soleil. Non, je sais pas pourquoi ça s'appelle sun drop, mais en tout cas c'est notamment Awaken Realms qui a proposé ça sur ses jeux en campagne participative. Il devient tout orange avec des cheveux blonds, c'est ça, et une cravate rouge, non? Constatant que les joueurs finalement ne peignaient pas souvent leurs figurines, pour ceux qui ne comptent pas les peindre, ils ont commencé à proposer des figurines qui sont, on va dire, monochromes. Mais qui sont peintes avec une technique qui fait qu'elles sont d'une seule couleur. Elles ne sont pas peintes de manière aussi jolie que si on les peignait vraiment de manière artistique. Mais cette technique permet d'avoir une figurine qui va avoir quand même une autre gueule que sur juste du gris. Ça permet aussi de faire des couleurs différentes selon les figurines pour mieux les différencier. Et surtout, cette technique-là permet de faire ressortir les reliefs. Ah oui. Donc, on va utiliser des peintures. Donc, la technique de base est assez simple. Pour le coup, même si vous ne maîtrisez pas, moi, je ne maîtrise pas du tout la peinture. J'ai pu, du coup, peindre toute la boîte de Nemesis comme ça en une journée. Ah oui. Avec extension, etc. Il y a une bombe de sous-couche qui se passe de manière assez facile. C'est un séchage en plus en 15 minutes. Et ensuite, vous pouvez enchaîner du coup avec un pinceau et mettre une ou deux couches de peinture qui vont avoir comme caractéristique d'aller dans les interstices et être plus foncé dans les creux que sur les surfaces. Ah oui. Et donc, ça va créer des effets d'ombre un petit peu naturellement. Il y a des peintures très faciles à utiliser maintenant où avec 2 pinceaux et 3 pots de peinture, vous arrivez quand même à faire un résultat qui est largement plus joli que le gris. Et du coup, si vous voulez vous lancer là-dessus, moi, il y a une vidéo qui m'avait vraiment beaucoup aidé, qui est faite par la Société des Jeux, donc une chaîne YouTube, et qui s'appelle Technique Sun Drop, accessible pour tous. Et vraiment qui est une technique très accessible, je trouve, pour transformer vos jeux gris et moches en des jeux beaucoup plus agréables à manipuler. Et puis, si vraiment ça vous donne ensuite envie d'aller plus loin, les Games Workshop et les magasins de figurines ou de wargames type Warhammer ont souvent des ateliers d'initiation à la peinture, etc. Et c'est souvent la meilleure manière d'apprendre. Voilà, donc on arrive au bout de notre épisode. Oui. J'espère que ça vous aura donné envie de décorer vos figurines parce que vraiment, encore une fois... c'est dégueulasse, ça suffit. Voilà. Vomir. Non mais vraiment, faut arrêter. Bon, je ramènerai pas mes jeux pas peints aux soirées jeux de Chivorel. Du coup, pour terminer, tradition oblige, on va demander rapidement à Yaya ce qu'elle en pense de tout ça. C'est vrai ça. Elle en pense quoi? Demandons-lui. Elle a joué à Nemesis, Yaya? Sans doute.
L'aventure remplie de crapules. Est-ce toi ou l'autre qui te manipule? Rien à faire de toute façon, à la fin je t'emmène en capsule. Ouf, j'ai eu peur. Si j'avais pas chance de survie, tu pourras fêter la fin de la partie. Mais tout seul car tu n'auras plus d'amis. Mon Némésis, mon Némésis, un jet de vie sans armistice. Jusqu'au bout de ta perspective, ça s'embrise. Mon Némésis, mon Némésis, l'attend pas surprise. Abandonne nos merdes, tu ne te boutisses. Le risque, la Némésis, c'est que jamais ça ne finisse. Oh non, jamais, oh non, jamais non ne finisse. Oh non, jamais, oh non, jamais non ne finisse. Voilà, ben nous aussi on aimerait bien que notre épisode non jamais ne finisse. Mais il va falloir et on vous donne rendez-vous prochainement. Alors il y aura peut-être une petite pause là pendant l'été. Oui. Voilà, mais on vous partagera peut-être quelques petits extraits de. Il y a un Instagram maintenant, on l'a pas dit. Eh ben vas-y, dis-le. Il y a un compte Instagram où on met des photos de temps en temps, vous verrez. Les ludologues. Ouais, de nous en maillot de... Non, ça y a pas ça. Normalement c'est pas prévu, mais on vous partagera peut-être quelques petites images durant l'été et on se retrouvera ensuite prochainement. D'ici là, portez-vous bien. On espère que ça vous aura plu. Et puis on vous retrouve bientôt dans les ludologues. À bientôt. Amateurs de meeple, les ludologues, c'est des histoires de jeux sans orgueil. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le saviez-vous? Oh! Et aux braves lanceurs de dés, les ludologues, vous comptez des histoires de jeux à succès. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le saviez-vous? Oh! Par ici, les constructeurs de decks, les ludologues, c'est l'histoire des jeux depuis l'âge des Aztèques. Oh! Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le saviez-vous? À tous les barrés de jeux de plateau, les petits comme les gros, que vous aimiez les âmeries trash, les jeux solo ou les euros, les ludologues, c'est des histoires de jeux que vous entendrez plus de sitôt. Vous le saurez, vous le saurez, vous le saurez. On va maintenant passer du coup à la rubrique suivante. Ouais, je suppose que c'est. Moi non plus, comme j'ai pas la page suivante. Ah, c'est toi qui n'as pas la page. Ouais. Tu veux quelle page? La 7, ça va? Ouais, où la 7. Et on en parle. Non? Oh putain, oui, c'est pour ça que tu me regardes. Oui, c'est ça.